Bonjour à toutes et à tous, je suis Gérard Pécou, cofondateur de Calimedia, une entreprise pionnière dans le digital learning qui fait désormais partie de B-Link, un acteur majeur de l'innovation en formation professionnelle. Je vous souhaite la bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast qui vous emmène au cœur des révolutions de l'apprentissage. Chaque épisode explore les contributions des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive, neurosciences et technologies de pointe qui façonnent l'avenir de la formation. Never Stop Learning, c'est votre rendez-vous avec les leaders et les idées qui transforment l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle envahit tous les domaines, y compris celui de la formation professionnelle. Mais comment distinguer ces usages vraiment apprenants des usages dits abrutissants ? Quelle place donner à l'humain quand l'IA peut ou pourra tout automatiser, notamment avec l'IA agentique ? Et cela est-il tout simplement possible ? Pour explorer ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Monclos, expert reconnu en formation et innovation RH. J'ai invité Pierre de nouveau car il est au carrefour réellement des ressources humaines, de la formation et des technologies. Durant cet épisode, nous aborderons les enjeux de l'intelligence artificielle dans le développement des individus, la transition des métiers et des compétences, ainsi que le futur du feedback à l'ère numérique. Bonjour Pierre. Bonjour Gérard. Alors merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et je pense qu'ils sont de moins en moins nombreux au vu de ton activité de conférencier et d'expert, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ton parcours et ce qui t'a conduit à t'intéresser autant aux usages de l'IA dans la formation et les ressources humaines ? Déjà, un grand merci Gérard de m'inviter à nouveau sur ton podcast dont je suis un fervent auditeur. Moi, pour celles et ceux qui me connaissent pas, j'ai commencé en tant que consultant RH parce que je me cherchais un peu, mais je voulais travailler dans les RH et j'ai bossé ensuite pendant 10 ans chez Youno, qui est une boîte qui fait de la formation en ligne, où j'ai eu un double parcours à la fois d'entrepreneur RH pour remonter l'entreprise et de DRH dès qu'on a eu nos premiers salariés jusqu'à ce que on augmente la taille des effectifs au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise. Donc ça a duré une dizaine d'années et depuis un peu plus de 2 ans, je me suis spécialisé dans l'IA. Donc j'ai plus un passé RH et une spécialisation dans l'IA que l'inverse. Moi, l'IA, j'ai vraiment découvert fin 2023 et j'en ai fait mon métier face au nombre de sollicitations qu'il y avait là-dessus. Je suis devenu conférencier et créateur de contenu sur tout ce qui touche au futur du travail, mais dans 80% des cas sur l'impact de l'IA pour les RH. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon métier, c'est de décrypter les impacts stratégiques et concrets de l'IA pour la fonction RH. Et donc, j'interviens dans les salons, les conférences, les événements, ou dans des séminaires RH, mais aussi en ligne. Et j'ai créé quelques certifications autour de ce sujet. Et notamment, j'ai créé avec Youno le MOOC IA et RH, qui a accumulé jusqu'à date près de 19 000 participants. C'est une formation en ligne gratuite pour aider les RH à comprendre l'IA et s'en emparer concrètement dans le métier. Pas de théorie, pas de prospective, que du concret. Quand j'étais RH, j'avais besoin de concret quand il y avait une révolution technologique complexe qui venait chambouler mon quotidien, mes enjeux et ma stratégie. Et je parle souvent aussi de ces sujets sur LinkedIn, où j'ai beaucoup de gens qui me suivent et j'ai des newsletters, dont une qui s'appelle l'IA pour les RH en pratique, où en plus je vais aussi donner la parole à d'autres RH pour qu'ils partagent leur quotidien, leur réussite et leurs doutes pour essayer d'avoir une posture la plus neutre possible. Merci Pierre pour cette introduction. Alors, je vais te poser une première question que l'on a déjà dû te poser des dizaines de fois. L'IA en formation, est-ce que c'est pour toi un simple effet de mode ou une vraie révolution de fond, notamment avec les IA génératives, mais également avec les nouvelles générations d'outils auteurs ? Alors moi, ma conviction, c'est que c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution dans le sens où on va pouvoir enfin tenir les promesses qu'on avait commencé à avoir avec le digital learning, mais qui étaient trop complexes à tenir. Soit ça mettait trop de temps, soit ça coûtait trop d'argent. Et vu à quel point l'IA peut venir aider à plein d'endroits différents dont on va parler ensemble, moi je considère que c'est une révolution parce que ça va chambouler et le métier des responsables formation, et le métier des formateurs, et les expériences que vont vivre les apprenants. Donc c'est en ça que je me permets
C'est fort d'utiliser le mot révolution, mais pour moi, là, on y est vraiment, même si au début, on parlait surtout de l'IA en recrutement, pour moi, elle a beaucoup, beaucoup plus d'impact profond sur la formation, le développement des compétences. Et ça, c'est, on va dire, notamment dû au fait que les IA génératives, elles permettent la reconnaissance du langage. En fait, ça ouvre un champ des possibles qu'on attendait depuis, allez, on va dire une quinzaine d'années, pour générer des contenus pédagogiques enfin qualitatifs, plutôt que de tout faire à la main, et ce, à partir évidemment de sources, on part pas de rien, pour générer des activités, que ce soit des quiz très simples, des quiz via de la conversation pour tester les connaissances, des cas pratiques, des mises en situation, etc. On en parlera, mais aussi pour proposer des simulations conversationnelles pour entraîner les participants. Donc on teste leurs connaissances ou on leur fait mettre en pratique, mais en plus, en personnalisant cet entraînement par rapport à tout ce qu'on veut. Leur niveau sur la compétence sur laquelle on les forme, leur métier, leur contexte professionnel, leur secteur, les contraintes réglementaires ou d'outils auxquels ils font face. Là, on peut personnaliser à l'échelle, comme on l'avait souvent entendu dans les conférences ou les podcasts, mais c'était quand même assez compliqué avec le digital learning de le faire sur n'importe quel sujet. Et en plus, tous ces volets, c'est-à-dire générer des contenus, générer des activités et entraîner les participants avec de la personnalisation très forte, ils commencent à être intégrés dans les outils de formation. L'intelligence artificielle, elle va être entraînée ou paramétrée pour respecter des standards pédagogiques qui feront que les résultats ils seront bien meilleurs que ce qu'on fait aujourd'hui sur une IA générative grand public de type Mistral, ChatGPT, Copilot ou autre. Alors déjà, ça apporte énormément, mais quand en plus ce sera intégré efficacement et totalement dans les outils de formation, ce sera une révolution. Et certains se disent « Ah oui, mais l'IA, elle n'est pas 100% fiable ». Mais en fait, le risque d'erreur, quand ce sera bien paramétré et bien utilisé, il existera toujours, mais il sera tellement faible que face à la valeur créée, il sera devenu totalement acceptable par les apprenants et par les formateurs. Puis de toute manière, moi je crois pas dans de la formation sans aucun humain, donc de toute manière, il y aura toujours de l'humain derrière pour aller vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Pour autant, c'est une révolution, on va dire, à une condition, c'est que justement, l'humain, il garde une place. Alors ça, c'est facile à dire, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Pour moi, il y a 3 points pour faire vite. Le premier, c'est de ne pas retomber dans les travers de l'e-learning où on avait effacé un peu la place de l'humain. Et les débuts de l'e-learning, les taux de connexion, d'engagement et de complétion, ils étaient catastrophiques. Une de mes premières conférences que j'ai faites il y a 10 ans, je faisais une conférence avec le cabinet Ildi et on commentait des chiffres où dans les modules e-learning, il y avait 10% des personnes qui commençaient les modules qui n'étaient pas obligatoires et il y avait 10% des personnes qui avaient commencé qui allaient jusqu'au bout. Donc on avait 1% de complétion. Ça, pourquoi ? Parce qu'on avait mis des avatars virtuels, et il n'y avait plus d'humains dans la formation en ligne. Et avec l'IA, il pourrait se reproduire le même phénomène, même s'il y a des outils qui simulent, on a l'impression que c'est le formateur, alors qu'en fait, c'est une vidéo qui est générée par IA. Mais quand on voit que c'est pas encore très bien fait, ou qu'on devine que c'est une IA, ça crée un effet de désengagement extrêmement fort, qui est à l'inverse de l'effet escompté, alors que si on s'était filmé avec une caméra, même sans avoir un studio de super qualité, on n'aurait pas eu cet effet-là. Donc il faudra pas retomber dans les travers du passé. Et les tuteurs IA, ils ont un potentiel infini, mais s'il y a des personnes, des apprenants qui n'ont pas d'appétence pour le digital, voire qui sont assez résistants face à l'idée de dialoguer avec une IA, de leur partager des éléments, il y a assez peu de chances qu'elles soient engagées et qu'elles développent donc des compétences. Parce que si on n'est pas engagé en formation, au mieux on acquiert quelques savoirs, mais on va certainement pas développer des compétences. Et le tout dernier point, moi je le formulerais en disant que, en fait, tout comme l'IA, elle doit pas mettre de côté l'humain, il doit se remettre en question à l'ère de l'IA et laisser la bonne place à l'IA. Par exemple, pour apporter de la connaissance. Les formateurs qui se considéraient des sachants, qui étaient là pour transmettre des savoirs, déjà, ils étaient un peu dépassés, je trouve, avant l'arrivée de l'IA. Là, maintenant, pour moi, c'est derrière nous. De transmettre des connaissances simplement, théoriques, c'est vraiment trop dommage de confier ça à un humain où sa valeur, elle sera à plein d'autres endroits dont on va parler au fil des questions que tu vas me poser, je pense. Alors justement, avec l'éclairage de la question précédente, ça s'adresse d'ailleurs aussi bien aux formateurs qu'aux apprenants. Est-ce qu'il faut absolument prendre le lead sur l'IA pour éviter de la subir en fait dans quelques temps ? Je pense oui, même plus largement. Dans tout ce qui touche au travail, si on subit l'IA, on augmente les risques et on réduit, voire on supprime les opportunités qu'on pourrait tirer de l'IA. Alors, comment on fait dans le monde de la formation et pourquoi est-ce qu'il faut prendre les devants ? Déjà parce que les risques, ils sont multiples. Si on se contente d'utiliser les IA génératives grand public ou de prendre le premier outil venu, on s'expose déjà à un risque qui fait qu'on va mettre trop d'efforts en vain à mobiliser l'IA pour se former.
ça va pas très bien marcher. Et donc ça, c'est très décourageant. Alors même qu'il y a une énorme opportunité si on se prépare bien, si on utilise les bons outils, les bons prompts, les modèles d'IA adaptés, etc. Donc il y en a beaucoup qui pourraient se dire « j'ai entendu parler d'un énorme potentiel, mais si je m'en empare pas bien, je mets tellement d'efforts que ça me décourage et finalement, je passe à côté de l'opportunité de l'IA pour mieux former ou mieux me former. » Le deuxième risque, c'est que on utilise les réflexes qu'on a eus jusqu'à présent, et avec l'IA, le réflexe qu'on a souvent, c'est de lui faire faire. Quand on est dans le travail quotidien, on lui dit pas « apprends-moi à faire un email pour répondre à cette personne », pour prendre un exemple très très simple, on lui dit « fais-moi l'email, voilà le contexte, cette personne me répond, j'aimerais que tu me pré-rédiges l'email ». Et si on fait faire, on fait plus, et si on fait plus, déjà on développe pas de compétences, potentiellement on régresse. Et donc il faudrait changer ce mindset pour demander à l'IA de nous aider à faire mieux, mais pas de faire à notre place. Sinon, on va subir l'IA, et c'est ce que tu disais dans ton introduction, qui est une crainte de beaucoup, qu'on ait une IA qui devienne abrutissante pour l'humain, puisqu'en fait, on n'a plus à réfléchir, elle fait tout pour nous relativement bien. C'est pas parfait, mais c'est suffisamment pour qu'on lui confie des choses. Bon, la liste des risques, elle est longue, sur les données utilisées qui peuvent fuiter, y compris dans le domaine de la formation, sur les erreurs possibles de l'IA qui peuvent induire en erreur les apprenants, alors même qu'ils étaient venus dans un endroit pour apprendre de nouveaux savoirs et de nouveaux savoir-faire et de nouveaux savoir-être. Et pour pallier à ces risques, pour moi, il faut déjà se former. La fonction formation et les formateurs, c'est un peu comme les RH, il faudrait qu'ils se forment parmi les premiers dans l'entreprise, étant donné qu'ils seront en charge d'accompagner les personnes dans leur prise en main de l'IA. Et ensuite, il faut créer un terreau favorable à ce que ça se passe bien. Et je prendrai un seul exemple, qui est de mettre en place une culture de l'expérimentation avec l'IA. C'est-à-dire qu'on admet sans réserve qu'il va falloir reconnaître le droit à l'erreur. Si on ne permet pas d'apprendre en se trompant quand on utilise l'IA, moi je vous souhaite bon courage pour deviner en fait du premier coup les bonnes manières d'utiliser l'IA de manière pertinente dans son travail pour prendre les opportunités de l'IA et ne pas tomber dans tous les pièges qui pour beaucoup sont de vrais pièges parce que c'est très contre-intuitif. C'est-à-dire que la bonne méthode qu'on avait avec le digital, si on essaye de l'appliquer avec l'IA, ça marche pas ou ça produit l'effet inverse de celui escompté. Et donc si les entreprises, elles se disent pas, ok, alors évidemment, faut pas atteindre au business model de l'entreprise, faut pas faire des erreurs qui puissent provoquer des problèmes de sécurité ou autre, mais dès lors qu'on a réglé les sujets qui sont absolument prioritaires, créer un terreau et une culture de l'expérimentation pour que les gens puissent se tromper, parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on découvre par soi-même plutôt que d'essayer d'apprendre dans des formations très descendantes. Et ensuite, de partager aux autres aussi bien ses réussites que ses échecs pour apprendre les uns des autres. Ça, c'est facile là quand je le dis, mais c'est ceux qui nous écoutent et qui bossent dans la formation et les RH depuis longtemps savent que c'était déjà un défi. Avec l'IA, je pense que le défi va être plus grand, mais il est incontournable. Tu vois, moi, Gérard, si demain je redeviens, DRH ou responsable formation ou autre, ce serait l'un de mes premiers axes, c'est de travailler sur la culture de l'expérimentation, du droit à l'erreur et du partage, parce que je sais que sans ça, la transformation IA de l'entreprise, elle sera plafonnée, le développement des compétences IA des collaborateurs, il sera vite plafonné, même si j'ai plein de bonnes pratiques. Pour moi, c'est un des fondamentaux. J'ai été très surpris d'ailleurs en discutant dernièrement avec plusieurs formateurs ou learning and development managers qu'en fait, il n'était pas très utilisé ce droit à l'erreur, ce qui m'a surpris parce que c'est quand même un des fondamentaux de l'apprentissage. On apprend parce qu'on fait des erreurs. Il y a quelqu'un qui est très connu qui s'appelle Stanislas Dehaene qui nous l'a dit. On reviendra sur le feedback et notamment sur le feedback immédiat. J'ai une question pour toi là-dessus. Mais ça fait vraiment partie des 4 piliers d'apprentissage qu'il a définis avec le retour immédiat sur erreur. Et je ne peux qu'approuver ce que tu viens de dire. J'ai une autre question pour toi, Pierre. Quels sont les usages très concret et pertinent de l'IA en formation. Et est-ce que tu as une récente utilisation, un récent usage de l'IA en formation qui t'a le plus marqué? Quels sont les usages concrets? Déjà, il y en a plein. Un petit peu parlé, tu en as dit quelques mots. Je voudrais juste que tu creuses un peu plus. Oui, surtout que pour avoir découpé tâche par tâche tout ce qui touche à la formation, la plupart des endroits, l'IA change les choses si on souhaite utiliser l'IA. Je dis pas qu'il faut absolument passer par l'IA. C'est pour ça que je parlais d'une révolution en introduction. Alors, on va essayer de prioriser. Déjà, les usages que les professionnels de la formation doivent avoir en tête, c'est la génération de contenu. J'en ai un petit peu parlé. Mais il y a aussi l'arrivée, on va dire, d'assistants, de coachs, de tuteurs. Il va y avoir plein de noms. Pour moi, les premiers exemples concrets qui sont pertinents, c'est déjà les coachs pour résoudre des situations simples.
C'est-à-dire que pour l'instant, l'IA, je ne sais pas si même ce serait sa vocation, mais quand on a des situations complexes à résoudre, elle remplace pas un coach humain. Par contre, pour toutes les personnes qui ont des petites problématiques dans leur quotidien et qui n'ont pas les moyens, ou dans l'entreprise n'a pas les moyens de leur financer un coach, l'IA, elle est très forte pour adopter une posture de coach et aider les personnes à se poser les bonnes questions. Alors moi, je suis pas là pour recommander des solutions, je donne des exemples. Des fois, j'ai des partenariats ou autres, mais je ne suis jamais payé pour mettre en avant une solution dans un podcast ou quoi que ce soit. Maintenant que j'ai dit ça, je vais pouvoir citer quelques exemples d'acteurs pour que vous puissiez aller voir et vous faire un avis par vous-même, celles et ceux qui nous écoutent. CoachHub, c'est ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est intéressant parce que leur modèle, c'est de vendre des coachs. Donc, si ils pensaient que les coachs IA allaient remplacer les coachs pour les situations complexes, ils auraient peut-être pas sorti ce propre outil. Ça, c'est les coachs, c'est pour les situations un peu complexes. Mais on a aussi tout un tas de tuteurs pour s'entraîner. Et la mise en pratique, enfin, va être aidée par le digital, parce que le digital a souvent eu du mal là-dedans, sur des situations réelles de travail, et pour sortir de situations qui sont trop théoriques ou des bacs à sable qui sont trop fictifs. Là-dedans, dans les acteurs qui ont déjà sorti des tuteurs basés sur l'IA que je trouve pertinents, il y a Didask, il y a Edflex qui a sorti Edflex Copilot. Dans le monde linguistique, il y a EF Corporate Learning. Ce sont pas les seuls, mais c'est les derniers exemples que j'ai pu voir et qui m'ont paru intéressants. Et tout à l'heure, je parlais de la génération de contenu dans les usages concrets pertinents de l'IA en formation, mais il n'y a pas que les contenus et des activités. On peut avoir des synthèses de modules, des parcours pédagogiques, des scénarios pédagogiques, des quiz interactifs. Il y a énormément de choses. Attention, une limite cependant, c'est que dès lors qu'on va vouloir générer des médias, donc des images, des photos, des schémas et des vidéos, bon, déjà, si on essaie de reproduire l'humain et que ça ressemble pas vraiment à l'humain, ça va créer un sentiment de gêne et ça peut désengager les apprenants. Mais en plus, ça consomme énormément d'énergie. Et on a un problème aujourd'hui avec l'IA qui est que c'est à l'opposé de nos objectifs consommation d'énergie dans les entreprises et des politiques RSE ou autres. Donc, quand on utilise l'IA, déjà, il faut avoir un usage raisonné. Mais quand on est en formation et qu'en plus, il y a des images et des vidéos, il va falloir trouver les quelques bons usages qui sont réellement pertinents plutôt que piège dans lequel je suis le premier à être tombé, donc je le dis en toute humilité, générer plein d'images parce que c'est incroyable, on peut enfin faire des images telles qu'on les imaginait ou avant, à moins de maîtriser des logiciels ou d'avoir dans son équipe un expert dans ce domaine, on reprenait des banques de contenu et ouais, c'était souvent très générique et voire un peu moche. Donc attention à ça, petite parenthèse importante. Dans les autres usages, il y a aussi le fait que, on en a parlé, on va pouvoir décharger les formateurs d'une partie de la transmission du savoir. Et donc là, les formateurs, ils vont continuer un mouvement qui avait déjà commencé avec le digital learning, qui vont plus se concentrer sur l'appropriation de ces savoirs. Comment on fait en sorte pour que les personnes, elles puissent vraiment les mémoriser dans la durée et les adapter à leur situation, et, parce que là, on n'était que dans le savoir, et de développer des compétences via de la mise en pratique. Même si l'IA va permettre de la mise en pratique en autonomie, souvent, il y aura des plafonds et c'est l'humain et c'est la spécialité du formateur qui viendra combler ça. Puis pour terminer, on a une évolution de l'IA en 2025 qui est ce qu'on appelle l'IA agentique. Ça veut dire l'arrivée d'agents IA. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore entendu parler d'agents IA, la définition la plus simple, c'est que un agent IA, c'est un système basé sur une intelligence artificielle qui peut effectuer des tâches. Donc c'est pas juste quelque chose qui génère un contenu, ça effectue des tâches que vous avez dans l'entreprise, et ce, en autonomie. Donc là, on commence à avoir des systèmes qui ressemblent vraiment à ce que fait un collaborateur qui fait des tâches en autonomie. Et le potentiel de ces agents, il se révèle dans le domaine de la formation, notamment dans le domaine de la gestion de la formation. Et les premiers exemples là que j'ai vus qui commencent à sortir, il y a une feuille d'émargement à la suite d'une formation présentielle. Vous prenez cette feuille en photo, vous l'envoyez par mail à l'agent, et l'agent va reconnaître cette feuille, même si elle est un peu froissée, prise en photo de travers ou quoi que ce soit, et elle va mettre à jour le TMS pour celles et ceux qui en ont un, c'est-à-dire l'outil de gestion de la formation, en disant il y a eu telle session de formation qui s'est déroulée, telle personne était présente que le matin, et telle personne était absente. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait à la main. Vous avez un programme d'un prestataire que vous intégrez dans votre entreprise, vous le transférez par mail, et hop, l'agent, il va mettre à jour le catalogue interne de l'entreprise en mettant le titre, les objectifs pédagogiques, les activités, les dates des sessions, exactement. Vous avez plusieurs demandes individuelles sur une même formation qui sont remontées dans les entretiens pro. Et évidemment, il faudra une validation managériale et RH en amont, mais ensuite, une fois que c'est validé, l'agent, il peut identifier une session, convoquer les 5 apprenants en question, s'ils sont 5, s'ils sont bien disponibles, prévenir le formateur, réserver une salle ou caler une visio si c'est une formation à distance, envoyer les infos, envoyer le questionnaire d'auto-évaluation en amont. Dans ces domaines-là, il y a dans les acteurs qui commencent à développer ces agents. En France, on a Simbel et à l'international, on a Docebo. Ça, ce sont 2 acteurs
qui me semble faire des choses assez intéressantes en la matière. Et puis demain, on pourra imaginer que des agents ils vont mettre à jour le contenu d'une formation parce qu'il y a une évolution réglementaire. On n'aura plus besoin d'une intervention humaine pour initier ça, mais on aura toujours besoin de l'humain pour venir contrôler que l'agent l'a bien fait. L'agent, il pourra créer des activités en groupe d'entraînement sur un cas pratique en amont d'un atelier de formation, à supposer que les participants aient envie de participer à un atelier en ligne qui est animé par une IA. Là, c'est peut-être un peu de prospective, mais c'est ça le potentiel des agents. Et puis, tu m'as posé ma question préférée. C'est quoi un exemple récent d'utilisation de l'IA qui m'a marqué? Alors, moi, j'ai utilisé Notebook LM, Ah oui, de super outil. Google. Et donc, l'un de mes sujets, c'est l'évolution des métiers et des compétences. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le PDF du dernier rapport du World Economic Forum, qui Oui, l'analyse sur tout un tas de métiers dans je sais pas combien de pays dans le monde. Il fait 300 pages et il est en anglais. Alors, je parle anglais, mais c'est un peu plus difficile pour moi de digérer un rapport en anglais. Et en fait, dans Notebook LM, vous pouvez importer, alors je crois que c'est jusqu'à 300 documents. Moi, j'ai importé juste ce document de 300 pages. Fonctionnalité 1, on peut poser des questions sur un document. Donc ça, déjà, c'est assez utile. Et ça peut être sur une doc interne, sur, je sais pas, la nouvelle directive sur la transparence des salaires pour celles et ceux qui sont RH et qui s'y sont pas encore mis. Donc on pose des questions pour avoir directement des réponses et aller à l'essentiel. Et c'est plus fiable que si on passe par ChatGPT qui va aller partout sur Internet, parce que là, l'IA, elle va se concentrer uniquement sur un document. Ça veut pas dire que c'est 100% fiable, mais c'est beaucoup plus fiable. Le niveau 2, on génère un petit podcast où on a deux IA qui discutent, mais on dirait que c'est une émission de radio, vraiment. ouais, c'est vachement bien. Si tu l'as testé, Ouais, je l'ai testé et c'est remarquable. on ne sait pas que ce sont des IA. Enfin, alors, on le sait, mais si on l'écoute et qu'on nous a pas prévenu, on n'est pas sûr. Donc, en 5 minutes, ils vont dire, bah voilà, on va regarder les 3 grands axes de ce rapport. On va commencer par celui-là qui nous semble le plus important. Donc, hyper intéressant, je trouve, en termes d'expérience, d'apprentissage et d'expérience cognitive, parce que vu que c'est nouveau, ça va, je pense, pas mal plaire aux personnes qui vont l'utiliser. Et puis, le dernier niveau, alors qui est à l'heure où on enregistre ce podcast, ce dernier niveau, il n'est pas encore disponible en français, mais je pense que c'est une question de jours ou de semaines. On peut mettre sur pause le podcast et on peut entrer dans le podcast pour discuter avec les deux IA et leur dire, bah moi je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit ou vous n'avez pas développé un 4e pilier qui est celui-là et puis moi j'aimerais me concentrer sur l'impact de l'IA sur les métiers dans le secteur de l'immobilier, j'en sais rien. Et puis là, bah, vous avez deux IA qui vous répondent. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit, on pourrait même imaginer un 4e niveau où on fait un atelier à distance ou en présentiel, ou plutôt qu'il y ait une seule personne qui entre dans le podcast, on fait entrer un groupe dans le podcast pour que ça devienne une discussion avec deux IA dans le cadre d'un podcast. Bon bref, l'imagination permettra de créer des nouvelles situations, mais ça à la base c'est pas forcément pensé pour de l'apprentissage, sauf que les impacts pour apprendre et faire découvrir des concepts et digérer des sujets complexes, ça montre en quoi l'IA là, ça vient vraiment pas juste amener des évolutions gadgets, mais une révolution dans ce qu'on va pouvoir donner aux salariés pour qu'ils apprennent mieux, plus efficacement, plus régulièrement ou de manière plus engageante. En tout cas, tant qu'il y a de la nouveauté. Je pense que c'est ce Notebook LM, pendant les 2 prochaines années, tous ceux qui vont le tester, ils vont trouver l'expérience incroyable et donc ça va marquer leur mémoire, donc ce sera plus engageant et ça va mieux ancrer ce qu'ils auront appris. Après, peut-être qu'il y aura un effet où on sera lassé, mais d'ici là, je suis sûr qu'il y aura d'autres outils incroyables qui seront sortis. Je suis d'accord également avec tout ce que tu viens de dire sur Notebook LM. C'est en tant qu'outil une bonne révolution également. Je vais reprendre ce que tu as peut-être dit sur LinkedIn ou en tous les cas faire part à nos auditeurs d'une conversation qu'on a pu avoir tous les deux. Tu évoques régulièrement le paradoxe contre-intuitif selon lequel l'introduction de l'IA dans certains métiers peut complexifier plutôt que simplifier le travail. Et tu m'avais cité un exemple, notamment dans les Ouais. centres d'appel, où pour certaines compétences stratégiques, c'était pas super efficace. Comment tu peux expliquer ce phénomène et quelles conséquences pratiques cela peut entraîner quant à la formation des équipes? Effectivement, dans les éléments assez contre-intuitifs, on peut regarder les entreprises un peu pionnières qui ont déjà fait le travail de se dire si l'IA, elle a le potentiel d'automatiser telle et telle tâche qu'on va considérer à faible valeur ajoutée, on va les automatiser et les personnes vont se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ça, cette phrase, tout le monde l'a entendue dans toutes les conférences sur l'IA. Elle est dangereuse parce que dans bien des cas, si on l'applique telle qu'elle, elle va avoir des effets qui sont pas les effets inverses de ceux escomptés, mais qui vont pas dans la direction qu'on souhaite. Prenons l'exemple des centres d'appel, qui pour moi est effectivement l'un des plus parlants. C'est Laetitia Vito qui m'a fait découvrir cet exemple, qui date de 2024, je crois aux États-Unis. Il me semble que c'était pas en Europe. Bref, un centre d'appel où les managers et les RH se disent, ça y est, avec l'IA générative, on va pouvoir créer des chatbots conversationnels de qualité.
enfin, parce que si tout le monde a testé un chatbot relation client sur des sites internet ces 10-12 dernières années, vous avez constaté qu'à moins de poser une question dont la réponse est évidente, c'est difficile d'apprendre quelque chose d'un chatbot IA quand on a un problème avec le produit ou le service d'une entreprise. Donc souvent, on finit par contacter un humain. Avec l'arrivée de l'IA, on passe à un nouveau cap où ces chatbots sont beaucoup plus efficaces. Et donc, toutes les questions simples et récurrentes ont été déléguées à ces chatbots qui y répondaient. Et tout le monde était content, y compris les personnes dans les centres d'APEC qui se sont dit moi, je vais être utilisé à meilleur escient pour des connaissances un peu plus avancées sur des situations complexes. Et il y a eu 2 écueils quand on l'a confronté à la réalité du terrain. C'est que déjà, le chatbot conversationnel IA, il n'est pas parfait et donc il résout pas toujours les problèmes, mais il laisse penser qu'il va le résoudre, donc ça crée des conversations longues. Quand finalement il le résout pas, la personne elle finit par demander à avoir un conseiller relation client en ligne et la personne elle est un peu plus énervée parce qu'elle a déjà passé 10 minutes à discuter avec un chatbot IA. Donc elle arrive, elle est moins disposée à avoir une conversation constructive, ce qui impacte évidemment les conditions de travail de l'opérateur téléphonique. Et autre problème, ça veut dire que les opérateurs téléphoniques ils sont confrontés qu'à des situations complexes, puisque les situations simples sont résolues par le chatbot IA. Et donc, à automatiser ce qui était automatisable, à savoir les tâches simples, on a enlevé ce qui sont aussi des tâches de respiration, des moments où on peut se reposer un petit peu, parce qu'on n'est pas fait pour faire que des tâches complexes, 5 jours par semaine, X semaines par an. Des victoires faciles, ça fait du bien quand on est opérateur téléphonique de temps en temps, peut-être pas toute la journée, mais de temps en temps, d'avoir quelqu'un dont on sait comment on va résoudre son problème, parce que c'est la compétence qu'on a, et c'est ça qui fait qu'on est épanoui au travail. C'est aussi d'avoir des victoires faciles et de savoir faire ce Oui, tout à qu'on fait. demande. Donc là, on a une dérive en termes de complexification du travail qui peut vite toucher à la santé mentale de manière négative des salariés, parce que ça peut mener à l'épuisement de faire que des tâches complexes. On prend moins de plaisir, on perd un peu en sens. Et ça, il commence à y avoir des exemples sur différents métiers. On en avait déjà eu il y a 15 ans avec la transformation digitale. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est automatisable qu'il faut l'automatiser à 100%. En plus, sinon, on perd la compétence, on devient trop dépendant de l'IA et on perd en esprit critique pour contrôler que l'IA fait bien à notre place. Donc, quelles conséquences pratiques, c'était la fin de ta question, ça entraîne pour la formation des équipes? Ça va entraîner qu'il va falloir expliquer aux équipes que même quand l'IA peut faire, de temps en temps, il va falloir continuer de faire pour entretenir sa compétence, entretenir son esprit critique. Parce que l'inverse a été démontré même par Microsoft. Si on utilise trop l'IA, on perd en esprit critique, alors qu'on a besoin de plus d'esprit critique pour contrôler ce que fait l'IA. Donc ça, il va falloir l'intégrer dans la formation à comment j'adopte ma posture, j'adapte mes compétences face à l'intégration de l'IA dans mon travail, mais aussi pour former les RH pour ne pas appliquer des matrices bêtes et méchantes. Si c'est automatisable, j'automatise, et après on fait que des tâches soi-disant à forte valeur ajoutée, mais qui en fait vont petit à petit épuiser le cerveau des travailleurs qui trouveront moins de plaisir, moins de sens et qui vont aller dans une entreprise en disant dans l'autre entreprise, c'est un peu plus humain et le fameux temps gagné qu'on nous avait promis parce qu'on a automatisé plein de choses, pour l'instant, peu le voient, donc peu sont satisfaits de cette promesse-là. Très, très, très intéressant. Alors, en t'écoutant, on comprend bien que l'IA va bousculer ou c'est en train de bousculer l'apprentissage. Je voulais te poser une question sur les évaluations des compétences qu'on n'a pas abordées encore. Est-ce que selon toi, ça doit être totalement repensé à l'ère de l'IA? Tu y as pensé? Tu as vu des exemples? Oui, oui, oui. Alors en fait, la question, elle se pose déjà dès le recrutement. Pour moi, ça, c'est l'exemple qui parlera à tout le monde. Quand on recrute quelqu'un sur un poste, si on lui fait faire un cas pratique entre 2 entretiens, il peut le faire à la maison. Bon, il pouvait déjà se faire aider par d'autres personnes, mais aujourd'hui, on sait qu'il peut se faire aider par ChatGPT. Donc les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles disent, moi, vu que la personne, elle travaille sur ChatGPT, je ne suis pas sûr qu'elle a vraiment les compétences pour faire ce cas pratique, donc je vais lui faire pendant l'entretien. Et même en faisant ça, il y a des entreprises qui disent, nous, on veut vraiment évaluer ses compétences techniques indépendamment de l'IA, donc on lui interdit l'IA. Et d'autres qui disent, nous, en fait, de toute manière, on veut évaluer sa capacité à mettre en œuvre ses compétences en s'aidant de l'IA parce que c'est ce qu'on lui permettra dans l'entreprise. C'est ça qui nous permettra la transformation IA. Donc il y a un peu 2 écoles qui s'opposent pas forcément parce que dans la même entreprise, il peut y avoir les 2 écoles selon les métiers et selon les besoins qu'on a de compétences fondamentales. Et donc ça pose la question de métier par métier. Est-ce qu'on a besoin que les collaborateurs détiennent toujours toutes les compétences qu'ils ont aujourd'hui? Pour essayer de simplifier la problématique, à l'époque, quand la calculatrice est arrivée, beaucoup se disaient « mince, si on utilise la calculatrice, les gens ils sauront plus calculer et ça va nous poser problème ». La différence, c'est que la calculatrice, elle était fiable dans 100% des cas. Donc
qu'en fait, aujourd'hui, on se pose plus trop la question. Ça peut poser quelques problèmes, mais et on apprend toujours à calculer avant de se servir d'une calculatrice. Mais bon, la calculatrice le fait tellement bien que c'est plus aussi important qu'avant d'avoir des compétences de calcul avancées. Et ben là, il va falloir se poser ces mêmes questions pour les différentes compétences techniques, avec une contrainte supplémentaire qui est qu'il faut pas être trop dépendant à l'IA. Parce que si demain l'IA, elle ne marche plus, elle consomme trop d'énergie, ou elle marche moins bien, ce qui est une des possibilités. Dans les grands outils, il y en a qui risquent de marcher de moins en moins bien. C'est un problème pour l'entreprise si les personnes ne détenaient pas les compétences ou si elles mettent trop de temps à les réapprendre. Pas plus tard que ce matin, j'avais un responsable SIRH d'une entreprise du CAC 40 en France qui me disait nous, on a regardé pas mal d'études parce qu'il y a beaucoup de développeurs ils sont tellement fait aider, des développeurs informatiques, par l'IA pour coder, que quand on leur a fait faire des tests 2 ans après l'arrivée des IA génératives, ils avaient oublié quelques fondamentaux où en fait sans l'IA, ils n'arrivaient plus à faire. Alors que ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient dans ce domaine. Donc on oublie quand même et on perd des compétences assez vite. Et c'est des questions pas simples à se poser, mais il va falloir se les poser, je pense, métier par métier et compétence par compétence. Sinon, ça veut dire que la concurrence va l'emporter si demain l'IA est moins fiable, si on perd des talents qui étaient les seuls qui gardaient les compétences. Dernier parallèle, dans l'armée, on continue de former les personnes à la télégraphie au cas où un jour il y a une panne totale d'électricité et d'internet, parce que elle n'a pas besoin de ça. Donc ils s'en servent pas, mais potentiellement ils en auront besoin. Donc c'est l'une des manières de voir les choses. Mais c'est dur de mettre de l'énergie et des budgets formation sur quelque chose dont a priori on ne se servira pas parce que l'IA va le faire, et on ne sait pas si un jour on en aura besoin. Ça va pas être simple pour motiver des budgets de formation là-dessus. C'est clair. On va revenir vers l'apprentissage et on va parler du feedback. J'ai parlé de Stéphane Dehaene, il parlait du retour sur l'erreur immédiat, ou le feedback immédiat, qui était le troisième pilier de l'apprentissage. Et sur le feedback, je voulais revenir là-dessus, et notamment avec Stéphane Moriou, regretté Stéphane Moriou, puisqu'il nous a quittés l'année dernière, je crois. Il évoquait déjà dans son livre, on n'était pas encore à la version 4.5 de ChatGPT, il disait qu'on avait un océan d'informations et un désert de feedback. Ce qui est assez vrai pour moi. Je voudrais savoir ce que tu en penses, et est-ce que tu penses que l'IA, elle peut changer cela, ou est-ce qu'elle risque au contraire d'appauvrir ce feedback humain dans la logique de ce que tu viens de nous expliquer au cours de ce podcast? C'est vrai que c'est bien triste que Stéphane Moriou il soit plus là pour nous éclairer, parce que il était quand même très 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 fort et pédagogue dans ce domaine, donc il me manque, j'en profite pour le partager. Maintenant que j'ai dit ça, moi j'avais la chance de l'interviewer justement sur l'IA et le feedback, est-ce que ça peut faire un bon ménage. Ce qu'il m'avait dit, c'est que l'humain reste encore capable d'identifier, pas dans tous les cas, mais dans la majorité des cas, quand un feedback vient d'une IA ou d'un humain, mais c'est pas parce qu'un feedback vient d'une IA qu'il peut pas créer de la valeur pour un humain. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Ça veut dire que ça peut créer de la valeur, donc il faut le mettre au bon endroit. Et je pense que s'il faut pas attendre de l'IA qu'elle prenne des pincettes pour nous dire les choses exactement de la manière dont on veut les entendre. En fait, il faut déjà juste qu'on apprenne à recevoir des feedbacks en tant qu'humain. L'IA, elle peut quand même nous aider en nous faisant des feedbacks en situation de formation, en situation réelle, en challengeant notre travail pour nous inciter à continuer à faire et lui demander des feedbacks à l'IA plutôt que de lui demander de faire à notre place. Et ça peut créer de la valeur. Est-ce que c'est aussi efficace qu'un feedback humain ? J'ai l'impression que non. Les premières études démontraient que non, pas dans tous les cas, mais il y en a pas beaucoup. Donc j'ai pas beaucoup de sources, donc je te donne plus une conviction et une impression. Par contre, là où l'IA, elle est très forte, c'est quand elle vient aider les humains à se faire des meilleurs feedbacks entre eux. Parce que elle est assez forte pour dire, face à telle situation, et si tu veux utiliser telle méthodologie de feedback, voilà à quoi pourrait ressembler ton feedback. Comme ça, l'humain, il s'empare de la structure, il l'aménage à sa manière, et ensuite, hop, on met l'IA de côté, c'est un humain qui fait un feedback à un autre humain. Et il y a des boîtes comme Alan ou Partout qui ont créé leurs assistants IA internes pour aider les personnes à se faire des feedbacks en lien avec la culture d'entreprise et leur méthodologie de feedback. Ça, c'est très efficace. Après, moi, je demande très souvent à l'IA de me faire des feedbacks. Même quand j'ai bien fait quelque chose, elle me dit comment mieux faire la prochaine fois. Donc, je trouve qu'on apprend. Est-ce que j'apprends autant que si je demandais à un humain ? Non, mais les humains sont pas toujours disponibles avec la bonne compétence pour me faire des feedbacks sur un projet de travail que j'ai. Donc ça vient s'insérer dans le paysage si on l'utilise bien, et ça vient compléter l'humain. Ça viendra pas le remplacer pour faire des feedbacks, je pense. Rendez-vous dans quelques années pour voir, mais je te parie un resto. Pari tenu. Alors, on arrive presque à la fin de ce podcast, mais j'ai néanmoins encore 2 questions à te poser. Une qui est pas si simple. Concrètement,
Par où commencer pour un responsable de formation qui souhaite intégrer l'IA dans son dispositif? C'est quoi le début, le b.a-ba? Tu le ferais commencer par quoi? Ah oui, elle est dure cette question. Ouais, elle est dure. Je sais qu'elle est dure, mais j'avais vraiment envie de te la poser. On va parler d'éléments concrets. Sans surprise, il faut préparer sa stratégie. Faut pas se lancer dans tous les sens et se dire je vais prendre tel et tel outil. Ça, les responsables formation et les RH le savent bien. Et pour bien faire ça, la première étape, en vrai, j'en ai pas trouvé d'autres. Je sais pas si tout le monde sera d'accord, mais c'est déjà de se former soi-même sur l'IA et de pratiquer au quotidien. Parce que vu qu'on est dans un changement de paradigme, ce serait très prétentieux de se dire j'ai un peu compris l'IA, je sais bâtir une stratégie au regard de mon expérience du passé. Parce que là, il y a trop de choses qui changent et de manière contre-intuitive. Donc il faut se former sur l'IA et pratiquer pour se faire son propre avis et le confronter à l'expérience qu'on a eue d'autres transformations, qu'elles soient technologiques ou non. Une fois qu'on a fait ça, là, on sera en capacité de se dire voilà les opportunités que vont m'amener l'IA face aux défis de formation et les limites, et une autre très bonne pratique qui date de la nuit des temps et qui en IA est d'une efficacité redoutable, on s'inspire de ses pairs. Alors il n'y en a pas encore beaucoup qui partagent, mais il y en a qui partagent dans ton podcast. Moi, dans le MOOC IA et RH qui est en accès libre, on est allé interviewer plein de responsables formation qui disent en toute humilité, voilà ce qu'on a testé, voilà ce qui a marché. Nous, on a des ambassadeurs IA qu'on forme et c'est eux qui vont former les personnes sur le terrain. Il y en a d'autres qui disent, nous, on fait des prompt challenges pour que les personnes, elles apprennent par elles-mêmes à prompter sur leur cas d'usage métier. Enfin, il y a plein d'exemples où on va s'inspirer de ses pairs et de ce qui se fait réellement pour avoir un retour terrain et justement pas tomber dans on va l'appeler le piège des centres d'appel, où on a une vision un peu théorique des choses, mais en fait, on n'a pas réalisé que face à la réalité du terrain, ça va pas se passer comme prévu. Et puis, autre axe assez important à anticiper au début, c'est de se baser sur tous les problèmes qu'on rencontre encore aujourd'hui. C'est quoi les plus gros problèmes que rencontrent les responsables formation face à leur stratégie et face à leur enjeu, pour ensuite essayer de se dire, tiens, on va regarder là où l'IA pourrait aider pour avoir des premières victoires faciles sur des sujets qu'on n'a pas réussi à résoudre ou pas totalement ces dernières années, et là enclencher quelque chose qui va créer du mouvement, parce qu'on ne pourra pas adresser tous les sujets d'un coup, intégrer l'IA dans son dispositif, on ne peut pas avoir un plan qui intègre tout, et donc il va falloir trouver des accélérateurs et des catalyseurs, et je pense que ça peut aider. Si en plus on s'entoure de quelques ambassadeurs, ça me paraît un bon début de recette, et dans les méthodologies, plutôt celle des petits pas. On fait des petites choses qui sont simples, des succès rapides, sur lesquels on communique, sur lesquels on capitalise, et on implique, pour être confronté à la réalité du terrain, tout le monde, les apprenants, les formateurs, les managers, les RH, les prestataires de formation, un maximum de personnes pour essayer d'éviter les angles morts, vu qu'on ne sait pas exactement comment ce changement de paradigme va avoir lieu. Au moins, on aura limité les risques de faire des grosses erreurs. Et quand on avance vite, alors ça, c'est une culture qui ne plaît pas à tout le monde, mais moi, je suis assez fan pour terminer, c'est qu'en fait, si on avance vite, si on se trompe, on le sait beaucoup plus vite et donc on peut rectifier le chemin. Plutôt que de faire une stratégie pendant 1 an et de la déployer au bout d'1 an, où en fait, si on s'est trompé, on le réalise que trop tard, mais on est satisfait parce qu'on a réfléchi pendant longtemps. Ça va pas marcher avec l'IA en formation, je pense. Alors, dernière question, et puis on sera à la fin de cet épisode. Je m'étais emballé parce que je voulais te poser une question de prospective. J'avais démarré ma question en te projetant dans 10 ans. Mais à l'ère de l'IA et à la vitesse où ça va, on va peut-être se contenter de 1 à 3 ans. Si tu te projettes dans, 1 à 3 ans, vraiment, à quoi pour toi pourrait ressembler une expérience typique de formation grâce à l'IA? Moi, j'imagine, c'est déjà un peu en train de se dessiner, mais je vais imaginer ce qui est technologiquement possible et souhaitable pour l'apprenant de mon point de vue. Que on va, avant, pendant et après la formation, avoir un apprenant qui sera en situation où il pourra solliciter l'IA ou être aidé par l'IA s'il le souhaite. C'est-à-dire que régulièrement, on lui dira, c'est avec de l'IA, donc est-ce que tu souhaites faire cette mise en pratique avec de l'IA ou est-ce que tu vas la faire que avec des pairs ou que avec le formateur? Donc on lui donnera le choix pour être sûr qu'il s'engage dans ce qui lui parle et que l'IA va servir à toutes les étapes, de l'auto-évaluation au début, à la personnalisation de la formation, à la mise en pratique, au test des connaissances, à la progression du parcours, à l'adaptation, le fameux adaptive learning qui est enfin possible grâce à l'IA. Je pense pas qu'il y aura beaucoup d'avatars virtuels avec de l'IA parce que ça va consommer beaucoup d'énergie et puis je vois pas trop la valeur ajoutée par rapport à un formateur qui se filme, même juste avec son smartphone pour faire des petites capsules vidéo quand on est dans une formation à distance. Et donc, il y aura toujours une place importante de l'humain et on aura continué d'avoir un formateur qui s'est déporté sur comment j'approprie les savoirs qui ont peut-être été transmis par l'IA et surtout, comment je développe des compétences
qui sont réellement transposables dans ma situation réelle de travail. Et je fais même un autre pari à côté, soit des organismes de formation dédiés, soit même au sein d'organismes de formation qui font aussi de l'IA. Je pense qu'il y aura des expériences de formation qui seront vantées comme 100% humaines et sans IA. Parce qu'il y en a qui voudront aller dans ces endroits-là en disant « Ouais, moi j'en ai marre de l'IA, elle est partout dans mon travail. Je veux un endroit où il n'y a que de l'humain. » Et si ça répond à leurs besoins et qu'ils développent des bonnes compétences dans ces situations, tant mieux pour eux. Je serai amusé de voir qui sera le premier à oser se lancer là-dedans, mais je suis sûr que ça rencontrera un certain succès. Ça conviendra pas à tout le monde, mais voilà, si je devais faire des paris et un peu de prospective, voilà comment je pense que va évoluer la formation. D'accord, et ça sera très bien parce que sur 2 items sur 3 que tu as cités, ça va considérablement améliorer notre mémorisation. J'espère. Ça sera parfait. On est arrivé à la fin de ce podcast. Merci beaucoup, vraiment et sincèrement, Pierre, pour cet échange passionnant et éclairant sur l'impact réel de l'IA dans le monde de la formation. Je voulais remercier, bien sûr, tous nos auditeurs et auditrices pour leur fidélité. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos réactions et vos réflexions sur LinkedIn avec Pierre, bien sûr, et moi-même si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode de Never Stop Learning. Un très grand merci, Pierre. Au revoir. Merci à toi, Gérard, et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir accompagnés pour cet épisode de Never Stop Learning. Si cet échange vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles accompagnée d'un commentaire. Vos retours sont essentiels pour continuer à vous offrir des contenus de qualité. Je suis Gérard Pécou et si vous recherchez des solutions innovantes pour transformer vos projets de formation, rendez-vous sur calimedia.fr ou bilink.com. Nos équipes se feront un plaisir de vous accompagner dans vos projets. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Never Stop Learning, votre rendez-vous pour explorer, innover et ne jamais cesser d'apprendre. À très vite!